Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Heures sur les ondes de la chaîne Inter, mesdames, messieurs, bonjour dans le vif du sujet avec Anis Moraito les lundis et mercredis. Bonjour Anis. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Bonne fête à toi. Merci à toi et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Alors, de quoi on va parler ce matin? Aujourd'hui, on va parler du projet de loi de la relance économique. Et pourquoi on va parler de ce projet? Oui. Ah. Oui. Mais c'est un projet qui, ma foi, n'a pas pris tout l'intérêt malgré son importance en fait, et c'est pour cela qu'aujourd'hui on va essayer donc de mettre la lumière dessus avec la députée Khawla Ben Aïcha, députée du bloc parlementaire Al-Hurra et membre du bureau politique du parti Mashroua Tounes. Madame Ben Aïcha, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Anis, bonjour à Afef, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour expliquer un peu à nos chers auditeurs et auditrices donc ce qui se passe avec ce projet de loi, des investissements en panne, des décisions qui n'arrivent pas à être prises, à une bureaucratie qui ralentit toute bonne initiative pour créer de la richesse dans notre pays. Voici le tableau noir que le gouvernement Chahed vient de brosser pour légitimer le recours à une loi d'exception économique, une loi d'urgence économique ou une loi de relance économique. L'appellation de la loi change pour arborer une dénomination moins va-t-en-guerre, mais au final, elle signifie la même chose. Le gouvernement doit prendre les choses en main pour mettre en exécution les grands projets dans le pays, créer de la richesse et endiguer un chômage qui est devenu endémique. Une première mouture du projet, composée de 4 articles, a été soumise au Parlement par le gouvernement, avant que ce dernier ne se rétracte, retire le projet, change son appellation et l'engraisse de 12 autres articles pour le soumettre de nouveau au Parlement. Et c'est la commission de finances et de la planification qui a été chargée d'étudier le projet de loi officiellement baptisé « Dispositions exceptionnelles pour accélérer la réalisation des grands projets ». Censé passer en coup de vent, vu le retard remarqué dans les grands projets en Tunisie, le projet de loi cale en commission et on commence à susciter les controverses et les craintes, notamment à cause de l'ingérence de l'exécutif dans les projets et en particulier ceux de l'initiative privée. Mais ce n'est pas tout, Afef. La gouvernance d'un organisme placé sous tutelle du président du gouvernement et du ministre de Développement pour décider des grands projets à impulser et les dérogations à apporter aux lois régissant les marchés publics pour plus de gré à gré semblent attiser les craintes de voir ce projet devenir, le projet de loi donc, devenir un blanc-seing pour l'exécutif et pour son chef qui va décider seul des orientations stratégiques de l'investissement dans le pays. Le changement de la vocation et le déclassement des terres agricoles est un autre point de discorde. Ce projet de loi, bien que limité à 3 ans, risque de chambouler tout l'arsenal juridique mis en place, à commencer par le nouveau code de l'investissement qui vient à peine d'être voté. Certains considèrent même, Afef, qu'il est anormal d'aller dans des procédures dérogatoires pendant 3 ans, puis, avec sa déchéance, retrouver le statu quo ante et les problèmes y afférents. Voilà donc une petite présentation du projet et de ce qu'il comporte. Voilà, Khawla Ben Aïcha, on va essayer quand même de parler de ce projet de loi. Une vive polémique a été déjà donc enclenchée au niveau de la commission. Certains ne voient pas ce projet d'un bon œil et estiment même qu'il est un blanc-seing donné au gouvernement pour faire ce qu'il veut avec les grands projets en Tunisie. Tout à fait, en fait. Il faut savoir même que le projet de loi de 16 articles a été remodifié. A été prévu de passer en plénière le vendredi dernier. Et le projet de loi a été encore remodifié la veille, en fait, c'était mardi. Donc, ce qui a fait que la commission des finances n'a pas pu en finir l'étude, surtout avec des articles litigieux comme l'article 4 qui concerne les recours, l'article 10 qui énumère toutes les prérogatives et si je peux dire les prérogatives pharaoniques qu'on octroie à cette commission sous la tutelle de la présidence du gouvernement. L'unité des grands projets. Tout à fait. Et puis l'article 14 dont vous avez parlé et qui concerne justement donc le changement de la vocation des terres agricoles. Alors, pour être d'accord d'abord, il faut dire que les projets en Tunisie, les grands projets, que ce soit privés ou publics, sont à l'arrêt. Tout à fait. On dénombre
pas moins de, je pense, 2400 ou 500 milliards uniquement pour les investissements donc publics dans la loi de finances donc pour l'année 2016 qui sont à l'arrêt, c'est-à-dire dont les sommes sont budgétisées, mais qu'on n'arrive pas à exécuter, notamment dans les régions, à cause de la bureaucratie, à cause de la lenteur, à cause donc de pas mal de problèmes. Et le fait qu'il y ait ce genre de projet, normalement, ça devrait aider le pays, notamment. Nous avons donc une conférence internationale de l'investissement qui va arriver. On va essayer quand même de donner peut-être plus d'espoir et plus de visibilité pour l'investisseur. Tout à fait. Dans l'absolu, nous sommes tous conscients des mécanismes qui bloquent aujourd'hui l'investissement ou l'enclenchement de ces grands projets. Nous sommes conscients que nous avons aussi un blocage au niveau économique, que nous devons mettre en place un climat propice à l'investissement, à l'initiative privée notamment, mais nous avons peur aujourd'hui. C'est un avis partagé par quasiment tous les députés de l'Assemblée qu'on risque de basculer vers une dictature économique. Toutes tendances confondues. Toutes tendances confondues avec bien évidemment les partis de la coalition gouvernementale qui essayent plus ou moins de pousser, de justifier. On a eu même un forcing pour pouvoir faire passer ce projet de loi en 48 heures seulement. Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord parce que les députés justement avaient peur qu'on bascule vers une dictature économique, en fait de l'ingérence, comme vous l'avez dit, du pouvoir exécutif donc dans ces affaires-là. Et aujourd'hui, nous sommes conscients de ces enjeux-là. Nous voulons aider le pays économiquement à relancer l'investissement, sauf que nous sommes pour la mise en place aussi de garanties et de mécanismes de contrôle pour pas justement tomber dans cette dictature économique-là. D'accord. On va essayer quand même d'aller dans ces articles-là pour essayer d'abord de comprendre un peu, de faire comprendre aussi la teneur de ce projet-là, mais on va aussi essayer de souligner les points qui dérangent, les points de controverse, les points sur lesquels vous, députés, vous n'êtes pas d'accord avec ce projet présenté par le gouvernement. Tout à fait. Alors, je vais commencer par le début, à savoir l'exposé des motifs de ce projet de loi. On nous parle justement de blocage, de lenteur, de lenteur des procédures. Du constat, donc. Tout à fait. Donc, ce sont des constats qui a des problèmes justement par rapport aux délais procédures concernant les appels d'offres et concessions, certes, mais ce que nous aurions voulu avoir dans cet exposé des motifs, c'est par exemple quels sont les grands projets qui sont aujourd'hui en attente et qui sont concernés par ce projet de loi. Quel est leur impact, notamment financier, et quels en sont les enjeux, notamment en termes d'employabilité. Et puis, savoir ou quelles sont les raisons du blocage. Donc, si ces raisons du blocage émanent d'un problème réglementaire, quelles sont les réglementations que nous devons changer aujourd'hui, pas laisser de côté ces réglementations-là, et puis mettre en place un projet de loi donc ou des dispositions exceptionnelles sur une durée bien déterminée et revenir, comme vous l'avez dit, à la fin de ce délai vers les mêmes blocages, les mêmes inconvénients. Ou encore, ce qui serait pire, c'est de reconduire justement, et on se retrouverait dans un provisoire qui dure avec ce projet de loi qui serait reconduit sans changer les problèmes de fond qui sont aujourd'hui dans l'administration tunisienne, dans certaines réglementations, dans les délais qu'on prend dans l'étude de ces projets ou dans certaines commissions existantes. Donc vous êtes en train de dire que l'identification des projets n'a pas été faite dans ni l'exposé du motif, ni dans le corps donc de ce projet-là. Ni encore et lorsqu'on en commission. parle de grands projets, on parle donc des projets d'exploitation des hydrocarbures, c'est des grands projets, et on connaît la controverse notamment en matière d'hydrocarbures, de mines et d'autres. On peut parler aussi donc de tout ce qui est expropriation également, peut-être pour asseoir ou pour mettre en place des grands projets. Donc ce que vous êtes en train de dire, Raoul Abnach, c'est qu'il n'y a pas eu une identification des grands projets. Tout grand projet qui sera décidé comme tel par le gouvernement sera cette unité-là, effectivement. On parle bien évidemment de projets offrant plus de 500 emplois et dont le budget dépasserait les 50 milliards de dinars d'investissement. Sauf que ça revient bien évidemment à cette unité au sein de la présidence du gouvernement de classer
de déterminer quels sont les critères tout d'abord de choix de ces grands projets-là, de dire s'ils répondent ou pas à ces conditions, et ensuite en fait on part, enfin c'est toutes les prérogatives, hein, c'est mettre la commission en place, choisir les membres, toutes les procédures qui vont en fait déterminer le travail de cette commission-là. Les membres de cette commission donc seront certes dédiés uniquement à ce travail-là, donc ils bénéficieront d'une prime qui sera également fixée par la présidence du gouvernement. Cette unité-là se chargera également d'acheter en fait ou d'acquérir les biens ou les terres ou d'en changer éventuellement la vocation. Donc aujourd'hui, ce qui pose vraiment problème, ce sont toutes les prérogatives données à la présidence du gouvernement pour accélérer la réalisation de ces grands projets-là. Il y a aussi un problème de gouvernance, d'après ce que j'ai lu au niveau de ce projet de loi, dans la mesure où les prérogatives ne sont pas définies entre le président du gouvernement et le ministre chargé de développement, c'est-à-dire les deux peuvent faire ce qu'ils veulent par rapport à ces, c'est-à-dire les termes sont très généraux pour pouvoir donc, je dirais, mettre de la responsabilité au cas où ça ne marche pas ou ça foire. Tout à fait. En fait, il y a un seul article où on mentionne explicitement le ministre chargé du développement, c'est l'article 8, et où on dit que c'est l'interlocuteur unique par rapport en fait aux grands projets, à leur réalisation, sauf que l'unité est au sein de la présidence du gouvernement, que les ordres où les dispositions vont être et les décrets vont être au nom de la présidence du gouvernement. Donc on va se retrouver effectivement dans un conflit où on aura du mal s'il y a jamais des dépassements à déterminer ou décerner le responsable. Il y a aussi le problème évoqué dans l'article 4 qui est le problème des recours. Oui. Donc nous avons passé presque 2 jours à débattre ce fameux article 4 par rapport au délai de recours, s'il y a un arrêt ou non entre-temps des projets qui sont en cours de réalisation. Donc cette possibilité de recours reste aussi un peu floue. On n'en voit pas vraiment l'utilité, et puis on sait aussi la lenteur dans le système justement judiciaire tunisien. Donc ce recours-là durera combien de temps, affectera-t-il ou pas la réalisation des projets? Donc il y a plusieurs points en fait d'ombre dans ce projet de loi qui laisse des réticences au sein de l'Assemblée et puis chez les députés et les partis politiques. Et c'est pour ça que nous avons en fait pris et mis du retard avec l'espoir aujourd'hui, et je parle de mon bloc parlementaire, d'essayer de trouver des solutions ou des amendements permettant aujourd'hui de mettre des mécanismes de contrôle pour garantir un minimum de transparence et puis d'éviter un maximum de corruption. Aujourd'hui, nous avons certes besoin d'installer un climat de confiance, mais ce n'est pas en donnant toutes les prérogatives au pouvoir exécutif que cela va arriver. Nous devons essayer de faire de notre mieux pour mettre des mécanismes de contrôle pour permettre à tout à chacun de travailler dans la transparence et puis de rendre des comptes à un moment donné. Alors, un autre point qui suscite les inquiétudes, nous l'avons tout à l'heure donc évoqué, le gré à gré ou les dérogations par rapport aux marchés publics. Nous savons que les marchés publics ou la loi sur les marchés publics, ce n'est pas ce qui se fait de mieux donc en Tunisie par rapport à cette prérogative-là, par rapport à cette loi-là, mais là, c'est du gré à gré qui sera directement donc accordé au président du gouvernement pour qu'il donne donc cette prérogative-là aussi bien que le président donc que le ministre de développement. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette disposition-là? C'est pareil, hein, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un minimum de visibilité, de transparence. Le gré à gré, nous savons tous de quoi il s'agit. Hein, c'est d'octroyer le projet à une entreprise ou à une personne morale déterminée. Donc celle-ci pourra justement aussi choisir les prix qu'elle veut, proposer justement ou exiger aussi les termes de contrat qui l'arrangeront au mieux. Et nous avons peur dans ce cas-là, bien évidemment, d'ouvrir la porte
grande ouverte justement à la corruption, à la camaraderie notamment, aux connaissances, au copinage. Donc c'est pour ça que j'insiste encore, nous avons besoin d'un minimum de transparence et de mécanismes de contrôle, ou qu'il y ait aussi un minimum, ou d'ouvrir la porte aussi à la concurrence loyale, tout en accélérant les procédures justement d'étude des dossiers dans le cas des appels d'offres ou des candidatures. Mais Khawla Ben Aïcha, je dirais peut-être, il y a un autre raisonnement qui se fait. Alors, nous avons tous peut-être remarqué une corruption galopante au niveau des marchés publics. On entend toujours parler donc d'affaires qui sont chez le pôle donc judiciaire et financier, notamment en matière de corruption. Nous avons entendu pas mal de fois Chawki Tbib, le président de l'instance donc de lutte contre la nationale de lutte contre la corruption. La corruption est là, le marché public est là, je dirais, des catalyseurs de la corruption. Autant dire, si ça marche pas avec une loi, autant donner donc des prérogatives au président du gouvernement qui, lui, qui a obtenu donc la confiance du Parlement, c'est lui qui va gérer tout ça. Et au moins, on a un seul risque qui soit corrompu. Il n'y a pas un autre risque. Donc, je ne parle pas de Shed là, mais on a uniquement ce risque-là. Sinon, avec cette mesure-là, on pourrait donc mettre fin à la corruption qui, elle, est, je dirais, président du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle pourra être faite au niveau donc de tout ce qui est département ministériel et autres. Au jour d'aujourd'hui, certes, nous sommes en période de transition démocratique, d'où une fragilité de l'État, une montée justement de la corruption et puis de tous les marchés parallèles. Sauf qu'aujourd'hui, si nous voulons aussi bâtir une vraie démocratie, réussir notre transition, c'est de mettre dès le départ ces mécanismes de contrôle et de surveillance, si je puis le dire, pour justement amoindrir ces états de corruption. Aujourd'hui, nous avons un chef de gouvernement qui est Youssef Chedd, nous allons présumer où nous avons aussi pressenti sa bonne foi dans ses discours, mais qui aurons-nous demain comme chef de gouvernement? Qu'est-ce qui nous garantit que ce projet de loi-là, ces dispositions, elle n'a rien à voir avec les personnes. Ce projet de loi ou ces dispositions exceptionnelles sont prévues pour 3 ans, qui nous garantit aussi qu'elles ne seront pas reconduites parce que nous reviendrons dans 3 ou 4 ans avec les mêmes motifs, avec les mêmes explications. Il y a une lenteur administrative et puis nous n'avons pas encore le changement de vocation des terres prend du temps et nous n'avons pas de budget pour l'acquisition justement de biens meubles ou immeubles pour la réalisation de grands projets. Donc aujourd'hui, il faut amorcer le problème enfant dès les racines, trouver les solutions pour que demain nous puissions justement désamorcer ou commencer à lutter contre cette corruption et puis fluidifier les transactions au sein de l'administration tunisienne. Il y a de grands projets, il y a aussi de petits et de moyens projets qui passent par ce circuit-là. Pourquoi laisser la corruption dans un circuit et essayer de l'éviter sur un autre? Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver aussi des solutions de fond pour lutter contre cela. Justement, la question de la périodicité de cette loi-là, 3 ans, donc dans le projet de loi, il est indiqué que cette loi-là, si jamais elle serait donc promulguée, serait caduque donc le 31 décembre 2020, c'est-à-dire à peu près 3 ans, 3 ans et quelques, si jamais elle sera votée dans un mois ou 2. Le problème qui se pose actuellement, c'est par rapport, d'abord, vous avez évoqué la reconduction, donc il se pourrait qu'il y ait reconduction, et ce qui est inenvisageable aussi, c'est de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire ce n'est pas normal d'aller dans 3 ans essayer d'accélérer, fini les 3 ans, on revient donc à la situation antérieure. Avec la même infrastructure, les mêmes circuits, les mêmes procédures, les mêmes délais. C'est pour ça que je parle d'un risque de reconduction ou d'une éventualité de reconduction, puisqu'on ne pourra plus revenir à ces délais trop longs. Donc autant, comme je le dis, amorcer les changements dès maintenant et mettre le doigt sur les procédures qui font mal, les réglementations qui ne sont plus en adéquation avec les besoins du moment et les changer dès maintenant. Voilà. Alors, l'autre point, et je dirais celui peut-être qui irrite le
le plus les députés, mais tous les Tunisiens, Rafef, c'est là le déclassement ou le changement de vocation des terres agricoles. Oui. Ça, c'est une disposition donc qui a été déjà évoquée dans le code d'investissement, puis balayée d'un trait devant, je dirais, l'opinion publique qui n'a pas trop digéré ce genre de disposition. Mais dans l'article 14 de ce projet, Khawla Ben Aïcha, on revient donc à cette disposition-là, déclassement, Tout à fait. changement de vocation des terres agricoles fait par donc une signature. Tout à fait. Bah, c'est le ministre chargé de l'agriculture qui se chargera ou qui signera, et ce qui est encore le cas, parce qu'aujourd'hui c'est un litige entre plusieurs ministères pour le changement, pour avoir l'autorisation de changement de la vocation des terres. Aujourd'hui, dans ce projet de loi, dans son article 14, ça dépend en fait de deux ministres en fait. Et puis c'est le ministre principalement chargé de l'agriculture qui décide du changement des vocations de ces terres-là, et on va revenir au débat justement qui a été évoqué pendant l'étude du projet des codes des investissements. Aujourd'hui, on n'en est pas encore arrivé là au sein de la commission des finances, donc on s'est arrêté à l'article 10 qui était un article assez litigieux aussi par rapport justement aux nombreuses prérogatives de cette unité, mais nous y viendrons, et puis les mêmes craintes vont être soulevées, certes. Alors, si on essaye de comprendre un peu la programmation des discussions au sein de la commission de finances, maintenant, est-ce que vous allez continuer à étudier ce projet ou comment vous allez faire? C'est-à-dire, comment le planning a été fait par rapport à ce projet? En fait, comme il a été classé comme un projet de loi prioritaire, nous avons commencé son étude au sein de la session extraordinaire qui a pris fin le 30 septembre. L'Assemblée va repartir en session ordinaire à partir du 14 octobre. Le projet de loi la discussion de ce projet de loi va être reprise justement à cette session ordinaire. Il faudra bien évidemment finir l'étude et le vote en commission pour pouvoir le planifier en session plénière, mais vu comment c'est parti, vu les nombreux points de désaccord soulevés, nous ne savons pas combien de temps cela va prendre. Ce n'est pas une volonté de ne pas aider l'économie nationale ou de ne pas être prêt pour cette grande conférence des investissements, bien qu'on ait, comme vous l'avez mentionné, voté un code des investissements il y a à peine un mois, mais c'est vraiment par crainte et puis par aussi une notion de patriotisme que les députés essayent de trouver les meilleures solutions, les meilleurs mécanismes de contrôle pour garantir un minimum de transparence et puis un petit peu fermer les brèches qui pourraient donner lieu à une éventuelle corruption dans l'octroi de ces grands projets. Voilà, donc on ne peut pas recevoir Madame Khawla Ben Aïcha sans évoquer aussi son parti, puisqu'elle est membre du bureau politique de Mashrour Tounes, un parti donc qui est en train de mettre en place ces structures. Dernièrement, vous avez donc élu un bureau politique et aussi donc des bureaux régionaux. Comment les choses se passent au niveau de Mashrour Tounes? Alors, on s'installe, si on peut dire. Alors, sur le plan national, il manque une dernière étape qui surviendra dans les prochaines semaines, qui est le vote du bureau exécutif du parti, qui sera composé de 18 membres plus le secrétaire général. Et puis, dès lors, les adhésions donc seront ouvertes au parti et nous commencerons justement les élections sur la base de ces adhésions-là des bureaux locaux. À savoir qu'on essaye d'avoir une architecture plus ou moins semblable au regroupement donc des municipalités pour être aussi prêt au prochain rendez-vous aux échéances électorales, à savoir les élections municipales. Donc c'est vraiment la mise en place des structures sur le plan national et puis local du parti dans toutes les régions de la Tunisie, sachant que nous avons au jour d'aujourd'hui 27 bureaux donc régionaux dans toutes les localités tunisiennes, et puis à l'étranger aussi, le parti a une présence. Nous avons 6 circonscriptions électorales aujourd'hui, mais nous avons des représentants justement de toutes ces circonscriptions-là, plus d'autres pays dans le monde.
Un commentaire sur ce qui se passe chez Nidé Tounes. Vous étiez à Nidé Tounes, vous en êtes sorti. Donc un commentaire sur ce qui se passe, une énième crise, une énième déconfiture avec donc l'élection du président du bloc parlementaire. C'est parti donc dans tous les sens. Comment vous, qui êtes sorti donc de ce parti, comment vous voyez ce parti ou ce qu'il en reste? J'aurais été tentée de dire oui, on vous l'avait bien dit, sauf que malheureusement, ce n'est pas ni un avis constructif ni un vrai sentiment de joie, parce que aujourd'hui, ce qui se passe à Nidé Tounes influe directement et obligatoirement sur le paysage politique et puis sur la gérance ou la gestion du pays. C'est l'un des groupes parlementaires les plus importants au sein de l'Assemblée, qui est censé garantir un certain équilibre. Pareil pour le parti. Donc, si ça se passe mal au sein de ce parti-là, ça aura forcément de mauvaises répercussions et sur le travail parlementaire et sur aussi le rendement du gouvernement, parce qu'on sait très bien que les crises au sein de Nidé Tounes sont toujours influées sur le travail gouvernemental. Nous avons vu également à certains moments qu'on voulait mettre le président, donc ou chef du gouvernement, à la tête du parti, ce que nous avons estimé être une mauvaise idée, parce que ça allait exporter justement la crise à ce gouvernement-là. Nous espérons qu'ils trouveront au plus vite une solution, que ça va se rétablir justement pour passer ou pour travailler et puis se concentrer sur des problématiques beaucoup plus importantes que les petits conflits partisans et la guerre de gouvernance au sein de ce parti-là. Est-ce que cette lutte-là est en train de toucher le travail au sein de l'Assemblée? Bien évidemment, ça influe sur la relation des députés entre eux, sur leur présence dans les commissions parlementaires aussi. Si on va avoir de nouvelles démissions au sein du groupe parlementaire Nidé Tounes, ça va aussi influer sur l'octroi des sièges dans les commissions, la présence dans le bureau de l'Assemblée, chose qui va retarder justement la mise en place et puis l'enclenchement de cette nouvelle année parlementaire. Donc nous espérons qu'ils arriveront à trouver une solution pour que nous puissions amorcer justement cette nouvelle année parlementaire et puis travailler sur les projets de loi et les réformes dont le pays a besoin aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Madame Khawla Ben Aïcha. Je rappelle que vous êtes députée à l'Assemblée des représentants du peuple et membre du bureau politique donc du parti Mashroua Tounes, et en plus, peut-être les gens ne le savent pas, la plus jeune des députés. Oui. Voilà, donc la plus jeune des députés qui était avec nous dans la matinale d'RTCI, dans le vif d'RTCI. Il me reste que te remercier, Rafef. Merci à toi, Anis. On se retrouve mercredi. Mercredi pour parler finances avec, espérons la venue de Madame la ministre des Finances, Madame Lamia Zribi Boujner. Voilà, mercredi à partir de 8h dans le vif du sujet avec Anis Moraï. À 8h30, on retrouve Denis Chech dans le vrai du faux. À 8h45, le point météo. À 9h, le flash de l'actualité. À 9h05, l'invité de la matinale. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet.